Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être nombreux et nombreux à notre webinaire « Les bénéfices de la maîtrise des données dans le pilotage de la performance ». J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire DFCG en partenariat avec Altares. Alors, nous avons un superbe plateau pour partager avec vous ces retours d'expérience. Donc, vous êtes nombreux. Le webinaire est enregistré. Vous aurez la possibilité de le revoir en replay si vous avez laissé votre adresse email. À la fin de cette session, on a toujours l'interactivité qui est un des moteurs de la DFCG. Donc, vous aurez la possibilité de nous poser des questions via le chat. Mais sans plus attendre, donc bienvenue à toutes et à tous. Deux petits mots sur moi-même. Donc, je suis le président du club CFO 120 de la DFCG, impliqué depuis plus de 25 ans dans cette belle association de plus de 3000 membres, tout type d'entreprises, grandes entreprises, mais aussi PME, TI, start-up, secteur public, et j'en passe. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci à Laurence Barrère et à Anne-Sophie de Lamberty de partager cette heure avec nous. Deux mots en ce qui me concerne. Personnellement, j'ai eu la chance d'exercer plus de 40 ans de bons et loyaux services dans la fonction finance, de gestion, plutôt dans des grands groupes internationaux. Et je partagerai certaines des expériences qui ont été les miennes. Et donc, je suis impliqué dans cette belle association pour son développement et apporter de la valeur à nos membres. Pour ceux, bien sûr, qui ne connaîtraient pas encore la DFCG, il y en a quelques-uns dans ceux qui y assistent, je vous encourage à faire www.dfcg.com. Et sinon, je suis contactable via LinkedIn et si vous voulez des informations sur l'association, n'hésitez pas. Sans plus attendre, je vais demander à Laurence et à Anne-Sophie de nous parler à la fois d'eux et de leurs entreprises. Laurence, tu peux te présenter ? Oui, bonjour à tous, bonjour Jean-Claude, bonjour Anne-Sophie, et bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire et merci à la DFCG pour son organisation. Donc, je suis aussi membre de la DFCG, et donc je suis directrice de la finance durable dans le groupe Kering, donc le groupe de luxe qui englobe les marques de Gucci, Bottega Veneta, Saint-Laurent et Boucheron pour ne citer que les principales. Donc, j'évolue dans ce groupe depuis plusieurs années et j'ai été directrice du contrôle financier pendant plusieurs années, après avoir pris également la direction financière de la maison Balenciaga. Et depuis juillet dernier, je suis en train de créer la direction finance durable au sein de Kering. Donc, c'est une nouvelle direction qui est à la jointure du département Sustainability et de la direction financière afin effectivement de faire avancer les nouveaux enjeux autour de l'ESG et autour de la data ESG. Merci beaucoup, Laurence. Anne-Sophie ? Bonjour à tous, bonjour Jean-Claude et bonjour Laurence. Merci aussi Jean-Claude et à la DFCG d'avoir organisé ce webinaire auquel Altares et moi sommes ravis de participer. Donc, moi je suis chez Altares depuis 4 ans, j'ai exercé des fonctions de direction financière et depuis quelques mois je m'occupe de fusion-acquisition mais aussi de projets stratégiques dont l'ESG pour le groupe Altares. Donc voilà, je suis ici un peu à double titre, à la fois avec mon expérience de directrice financière et à la fois en tant que responsable de l'ESG. Alors pour expliquer un petit peu ce qu'est Altares, Altares est un groupe expert de l'information sur les entreprises et nous proposons des solutions de pilotage, d'indicateurs, de santé économique et extra-financière des entreprises et des organismes publics. Donc, nous collectons, on structure, on analyse, on enrichit les données B2B pour offrir à nos clients une connaissance approfondie des risques qui sont liés à leur écosystème de tiers. Donc, c'est des solutions qui adressent les risques financiers, les risques de conformité, les risques ESG et qui peuvent aussi favoriser et aider au développement commercial. Alors, Altares, c'est un groupe qui est partenaire de Dun & Bradstreet. Donc, on intervient, nous, en France, au Benelux et au Maghreb.
Et grâce à ce partenariat Données-Bras Street, on s'appuie sur une base de données de plus de 500 millions d'entreprises en France et à l'international. Donc, on aide nos clients à se développer durablement en intégrant les enjeux financiers, conformité, RSE. Ça, c'est le métier d'Altaris. Parfait. Merci beaucoup, Anne-Sophie et Laurence, pour cette rapide présentation de vous-même et de vos entreprises. Je vous propose de structurer donc cette session en 4 volets. Le premier qui va tourner autour de la performance financière traditionnelle, mais vous verrez qu'il y a un lien entre la performance financière et la performance RSE, ESG. Donc ce sera le deuxième point sur les retours d'expérience RSE, ESG. Moi, un troisième point qui sera autour de comment on met en œuvre ou comment on accélère la mise en œuvre de ce pilotage de la performance extra-financière. Et le quatrième sera l'interaction avec vous et les questions-réponses de l'audience. Donc, première question, quel retour d'expérience faites-vous sur la gouvernance des données de référence au service du pilotage de la performance financière? Et on va commencer par le retour d'expérience de Laurence. Laurence, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur là où vous en êtes chez Kering sur le sujet du pilotage de la performance financière? Tout à fait. Donc, effectivement, on a parlé beaucoup d'ESG au démarrage de ce séminaire, mais effectivement, la donnée de référence est aussi une grosse priorité chez Kering. Et au même titre que la création de la direction finance durable, on a également créé l'année dernière un poste de Chief Data Officer qui manquait en fait dans le groupe. Donc cette personne qui est rattachée directement à la direction générale va avoir effectivement dans sa feuille de route de faire l'inventaire des datas que nous utilisons au sein du groupe, donc aussi bien au niveau des activités corporate que dans chacune de nos marques. Et ça va être effectivement un inventaire très précis par département, par business unit, par stream. Donc, en tant qu'opérationnel, il nous a été vraiment demandé de faire cet état des lieux. Le but, c'est vraiment mettre en place une gouvernance de ces datas et faire un RACI de ces datas. Donc, qui est vraiment responsable de la production de la data, qui va consulter cette data, qui va l'utiliser, qui va être informé en fait de cette data. La création de ce poste, c'est vraiment un constat que nous avons fait à tous les échelons de l'organisation. Moi-même, quand j'étais directrice financière de la maison Balenciaga, on a effectivement des sujets qui sont très suivis et pilotés très fins, comme le pilotage de nos ventes, le pilotage de notre rotation des stocks. Et on s'est aperçu, et je pense que c'est beaucoup le cas effectivement dans beaucoup d'organisations, que chacun avait sa propre définition en fonction des départements de certains indicateurs. Je vous donne l'exemple en fait du taux d'écoulement de nos marchandises dans nos boutiques. Donc la finance effectivement a une définition, les équipes merchandising ont une définition, les équipes retail ont une autre définition. Donc ça a été vraiment pour ça. Donc ça vaut aussi bien pour le taux d'écoulement que le taux de rotation des stocks. Est-ce qu'on le calcule sur la base des achats, sur la base des ventes? Donc, d'où la nécessité, donc c'est vraiment arrivé, la nécessité en fait de normer un petit peu plus quelles étaient nos datas de référence et quelles étaient les définitions en fait de ces datas et surtout comment en interne nous allons utiliser et informer en fait l'ensemble des stakeholders de ces datas. Donc c'est vrai effectivement avant on n'était pas complètement organisé dans ce sens. Je pense que l'arrivée effectivement de ce Chief Data Officer va vraiment être très très utile à notre organisation pour aller justement vers plus d'efficacité, c'est-à-dire que chacun qui va utiliser, par exemple, je fais toujours référence à ce taux d'écoulement des marchandises, ça sera un langage commun qui sera partagé entre les équipes finances qui pilotent la top line, entre les équipes retail, entre les directeurs de boutique, entre les équipes de notre supply chain qui alimentent effectivement en volume à vendre le réseau. Donc ça, effectivement, donc voilà comment Kering aujourd'hui se situe face effectivement à cette émergence et ce souhait d'aller vers plus de gouvernance de nos datas de référence. Parfait, merci beaucoup Laurence. Donc moi je vais vous
Je vais vous partager ma bataille de 40 ans de bataille sur les données. En pratique, très tôt, comme beaucoup d'entre nous, on commence sa carrière en faisant de l'audit et on se rend compte des dysfonctionnements, c'est-à-dire de la non-qualité des informations. Et donc, très tôt, j'ai été convaincu que les données sur les parties prenantes et les tiers, c'était le fonds de commerce de l'entreprise. Et bien entendu, ne pas connaître son fonds de commerce, c'est juste stratégiquement et opérationnellement un problème. Parce que ce qu'on ne connaît pas, on ne le pilote pas. Hein. Donc, et je suis assez surpris avec les démarches qualité qu'on ne se soit pas saisi de ce sujet-là. Parce qu'en fait, dans les démarches qualité, on a vocation à éliminer les causes de dysfonctionnement. Et ça, comme c'est une cause amont, forcément, ça percute tout le monde. Donc, ça aurait dû nous conduire. Enfin, moi, je sais que je me suis battu dans plusieurs environnements professionnels pour aller vers le zéro défaut. Alors, pas le zéro défaut absolu sur toutes les données, mais celles qui étaient importantes. C'est pour ça qu'on a la notion de données de référence. Celle-là, il faut, pour éviter que tout le monde compense en aval ce qui n'est pas correct en amont, eh bien, il faut aller vers le défaut absolu. Il est impossible à atteindre, mais il faut tendre vers ça. Et donc, une remarque, ça c'est vrai pour des entreprises privées, bien sûr, mais c'est aussi vrai pour des entreprises publiques et c'est vrai pour l'État. On doit connaître ses parties prenantes. Donc, c'est quelque chose qui est du bon sens, mais le bon sens, on ne le rencontre pas toujours dans les entreprises. Donc, le retour d'expérience que je voulais vous donner, c'est que j'ai été pendant 9 ans chez Lafarge, puis Lafarge Holcim, en charge du Global Business Services au niveau mondial. Et donc, j'ai mis en œuvre une gouvernance mondiale des données, sur les données de référence, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que les données de référence. Et vous verrez comme ça peut être utile aussi pour le sujet qui nous importe juste après. Là, je vous parle pour les entités légales. Je connais mes entités légales, je connais mes sites géographiques. Il y a pas, toutes les entreprises n'ont pas forcément ce qu'on appelle un repository en anglais, mais c'est-à-dire un référentiel d'entités légales et de sites. Je connais mes clients, mes fournisseurs, ça paraît évident, mais il ne s'agit pas de gérer juste une adresse, il s'agit réellement de connaître les entreprises et les groupes avec qui on commerce. Je connais les articles que j'achète et que je vends. Là aussi, ça pareil. Et donc, moi, j'ai mis en place tous ces référentiels, y compris sur les pièces de rechange, et pour éliminer toutes ces causes de dysfonctionnement liées à la non-qualité des données et l'usage que font toutes les fonctions. Quand on est financier, on est tout en aval. Quand on est acheteur, on subit également pour exercer son métier. Quand on est commercial, quand on fait de la vente, on subit la non-conformité. Soit que nous, on a nous-mêmes généré, soit qu'on subit par rapport aux gens qui sont en amont. Donc, 2 exemples de cas d'usage. Un, j'ai lancé une initiative sur les clients, les fournisseurs, ce qui nous a permis de connaître les conditions de paiement des entreprises par pays et donc de travailler avec soit les vendeurs, donc le commercial, soit avec les acheteurs, d'aligner les conditions de paiement appliquées pour une même entreprise. Alors, bien sûr, vous essayez de le négocier au mieux pour votre entreprise, mais vous aviez une hétérogénéité de conditions de paiement, ce qui n'est pas le meilleur moyen d'améliorer le fonds de roulement. Deuxième exemple, la mise en œuvre de ces référentiels fournisseurs nous a permis d'identifier dans certains pays des conditions commerciales qui étaient appliquées par les fournisseurs différentes en fonction des business units. Vous négociez, vous êtes acheteur, vous négociez des conditions commerciales pour acheter un certain nombre de produits et de services et vous vous rendez compte que vous avez des écarts de 30 ou 40% dans l'application de ces conditions commerciales pour un même fournisseur. Là, exemple typique, vous êtes à la fois mal organisé en interne, mais également le fournisseur ne vous dit pas tout et il bénéficie de ces différentiels. Donc, c'est un moyen d'aligner l'usage de ces conditions pour les différents centres de profit que vous pouvez avoir dans l'entreprise pour un même pays. Donc, voilà 2 exemples comme on appelle de quick win, de victoire rapide quand on connaît mieux ses clients, ses fournisseurs, et dans lequel on apporte un delta performance à l'entreprise qui est la sienne. Voilà 2 exemples. J'aimerais qu'Anne-Sophie maintenant nous donne quelques
quelques informations relatives à l'industrialisation de l'amélioration des qualités de données, notamment sur les tiers, qui sont liées aux tendances aussi du marché. Anne-Sophie ? Ouais. Jean-Claude, écoute, je ne peux que être d'accord avec ce que tu viens de dire. Effectivement, un point essentiel de la gouvernance des données, comme tu l'as mentionné, c'est vraiment la connaissance pour une entreprise de son écosystème de tiers, de ses fournisseurs, ses clients, ses partenaires. Il y a beaucoup d'études qui circulent sur ces sujets et qui montrent qu'il existe un rapport de 1 à 100 entre le coût de la prévention des problèmes de qualité sur la donnée, le coût de la correction et le coût de l'ignorance. La prévention, c'est 1, la correction, c'est 10, et l'ignorance des problèmes de qualité, c'est 100. Donc, c'est absolument colossal. Bon. Après, au-delà de ces études qui peuvent paraître un peu théoriques, je peux peut-être aussi compléter par des exemples assez concrets qu'on rencontre, nous notamment beaucoup avec nos clients, qu'on aide à résoudre ce type de problématiques qui sont liées à la donnée. J'en ai un qui me revient en tête particulièrement, c'est un grossiste antimatériel. Donc, ça veut dire qu'on est dans un cas de clients multiples, donc des factures par centaines de milliers avec des montants très faibles, un énorme travail de relance, un risque accru de fraude. Donc là, il y avait un vrai sujet de données. Donc finalement, ces gens-là ont travaillé pour d'abord fiabiliser leur base, la nettoyer, c'est ce que tu indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire avec qui je travaille. Donc j'associe mon entité, mon tiers avec un identifiant unique qui peut être le sirène en France ou un autre pour international. Quelles sont mes sirènes manquants, les faux, les fermés, les radiés. Donc on fiabilise la base. Ensuite, on met en place un suivi pour maintenir la qualité de cette base dans le temps. Donc ça veut dire que je suis les événements qui sont liés à mes tiers, les événements légaux de type procédure collective, mais après des événements de la vie courante, je déménage, je crée une nouvelle filiale, je change d'entité, etc., etc. Et puis ces données de base, elles peuvent être enrichies avec un certain nombre d'indicateurs. Donc, je ne vais pas faire la liste de tous les indicateurs qui existent chez Altares, mais qui existent aussi chez d'autres providers de données. Mais c'est des indicateurs de comportement de paiement, des indicateurs de solvabilité, de défaillance. On a des indicateurs aussi sur la conformité de l'ESG, mais on y reviendra peut-être plus tard. Et finalement, pour ce client-là, le fait de faire ce travail a conduit à réduire son délai de règlement moyen de plus de 15 jours par rapport à sa moyenne sectorielle. Donc, c'est absolument colossal. C'est-à-dire que la performance financière, elle est vraiment directement liée aux données que ce client avait à sa disposition pour travailler. Donc, ça lui a permis aussi de faciliter ses décisions d'octroi, de crédit, etc. et d'optimiser vraiment sa fonction. Et nous-mêmes, chez Altares, on a fait un énorme travail sur notre fonction credit management. Et avec nos données, on a pu notamment établir différents scénarios de relance en fonction du profil de nos clients et de leur comportement de paiement. Et donc, on a quasiment, nous, réduit de manière extrêmement significative notre taux d'échue moyen, qui était très élevé et qui maintenant est dans une norme sectorielle tout à fait acceptable. Après, il y a d'autres choses qui peuvent être aussi intéressantes. Et je vais prendre cet exemple-là parce que je pense que c'est assez fort. C'est-à-dire qu'au moment du conflit ukrainien, donc, il y a eu des directives européennes pour que la relation commerciale avec la Russie soit interrompue. Et ben, on s'est plié à l'exercice. Nous, Altares, on a passé en revue l'ensemble de nos tiers, l'ensemble de nos contrats, et on a suspendu l'accès à nos services, à certains clients. On a suspendu la notation des entités en Russie, etc. Donc, on a vraiment réagi de manière rapide et concrète parce qu'on avait la donnée qui nous a permis de le faire. Donc, si je devais un peu généraliser ce travail-là, pour moi, il y a des étapes, mais tu les as déjà mentionnées, Jean-Claude, mais ce travail de cartographie des tiers implique de comprendre sa base, de la diagnostiquer, puis de mettre en place des systèmes et des process qui permettent de la mettre à jour régulièrement, de maintenir sa qualité dans le temps, et puis surtout de l'enrichir avec des données qui vont supporter la décision. Est-ce que mon tiers, quand je vais vouloir entrer en relation avec quelqu'un, est-ce que ce tiers est solvable? Est-ce qu'il est solide financièrement? Et ça, c'est vrai pour les clients, c'est vrai aussi pour les fournisseurs. Est-ce qu'il est honorable? Donc là, je parle des enjeux de conformité. Et est-ce que mon tiers est responsable? Donc, quel est son niveau d'engagement ESG? Si je suis capable de mesurer en fait, et d'avoir cette vision 360 sur mes tiers, je peux vraiment œuvrer
à la base, en prévention, pour savoir avec qui je vais travailler et être sûr que dans les tiers que je vais impliquer dans mon métier, je vais pouvoir obtenir une performance, et en tout cas celle que j'attends. Parfait, Anne-Sophie, ça me fait penser à quelque chose que je n'ai pas mentionné, qui est aussi un autre étage à la fusée de la gouvernance, c'est le fait de connaître les groupes, c'est-à-dire de connaître les relations actionnariales, parce que les problèmes d'image, mais aussi de performance et de relations commerciales ou achats, commerciales au sens large, vente et achat, ont aussi à être managés. On a dans beaucoup d'entreprises des key account managers, mais ça supposerait qu'on puisse encapsuler le business que l'on fait avec des entreprises qui sont des groupes, et donc qu'on gère ces relations juridiques et actionnariales, non seulement dans un pays, mais au-delà de ça, au niveau mondial, parce que ces problèmes d'image, il suffit qu'un actionnaire qui ne soit pas voulu s'introduise pour que ça ait un impact sur la manière dont on fait du business et sur notre notoriété. Donc ça, c'est également quelque chose qu'on avait mis en place au niveau mondial. Et le niveau mondial, ça veut bien dire niveau mondial, c'est-à-dire que c'est à la fois le groupe qui se positionne en corporate, comme Laurence l'a dit tout à l'heure, mais aussi ça se décline dans chaque pays, dans chaque business unit, avec des gens qui ont des responsabilités d'administration. Et tout ça, ça fonctionne dans un réseau en transverse avec les différentes fonctions. Et personne ne peut échapper à ces problèmes d'usage. Chacun a une part de la vérité. Le problème, c'est de la partager. Et c'est pour ça qu'on a besoin de référentiels. Et donc, bien sûr, ça passe par des outils qui permettent de porter ces référentiels. Mais c'est tout d'abord une vision, et puis derrière, ça se décline en qui fait quoi et en outils pour mettre en œuvre cette ambition. Quelque chose à rajouter, Laurence, sur cette première partie de maîtrise de la donnée au service du pilotage de la performance financière? Je pense que beaucoup de choses ont été dites, mais effectivement, instaurer une bonne gouvernance, c'est vraiment très, très clé en fait dans le dispositif, et surtout bien définir les rôles et les responsabilités de chacun vis-à-vis de cette donnée. Effectivement, faire un bon état des lieux au départ, et surtout après attribuer les bons rôles dans l'organisation. Je pense que c'est la base en fait de l'utilisation de ces données. Faciliter également, donc ça c'est plus le volet IT. Vraiment faciliter l'accès à la data et commencer à casser un petit peu les silos et commencer effectivement à instaurer vraiment des data lakes, que ce soit les données financières ou les données extra-financières, afin de pouvoir effectivement avoir ce pool de data qui seront utilisés ou servis en fait à l'ensemble des contributeurs, mais selon des règles bien définies d'accès à cette data. Je pense que comme on est un tout petit peu en avance, je vais me permettre de répondre à une question, celle de Myriam, qui nous pose la question de la qualification des clients fournisseurs. Prend aussi beaucoup de temps. Comment faites-vous pour le limiter? Alors, Myriam, la bonne nouvelle, et là, je parle de ma propre expérience, plus d'1 million de tiers à adresser dans plus de 80 pays dans le monde. On a des résultats en moins de 3 mois. D'accord? C'est-à-dire que la première fois qu'on a qualifié les fichiers, on a des pays qui sont matures, qui ont 50 ou 60% de qualité, c'est-à-dire de zéro défaut. Les raisons sociales, les adresses, les identifiants, tout ça est bon. Mais il y en a d'autres qui partent à 10%. Donc, parce qu'on ne s'en est jamais préoccupé, qu'on gère les transactions au fil de l'eau, etc. Donc, la première fois, ce qui est important, c'est de se rendre compte que tous les pays sont passés à 80% de qualité de données. Certains ont mis 3 mois ou 6 mois parce qu'il y avait des équipes dédiées et donc très rapidement des partenaires qui nous aident à industrialiser les analyses d'écart. Mais on peut, franchement, en 3 mois, 6 mois, 9 mois, avoir des résultats et pouvoir objectiver le progrès vis-à-vis de tout le monde. C'est-à-dire tout le monde se rend compte qu'on n'est plus dans le même monde et que maintenant la donnée est de meilleure qualité. Donc après, c'est bien sûr fonction des moyens qu'on y met, mais c'est possible d'avoir des progrès dans un horizon de temps qui n'est pas du tout l'horizon de temps de l'alignement des process. Sur la donnée, on a des résultats beaucoup plus rapides. Donc, on peut réellement qualifier des milliers d'objets clients, fournisseurs, entreprises en peu de temps.
Une remarque aussi que je n'avais pas faite, c'est que dans certains business, les clients peuvent aussi être fournisseurs. Le fait de mener ce travail en parallèle permet d'avoir un discours d'une vision réellement à 360 degrés et de pouvoir avoir des échanges beaucoup plus riches avec les entreprises tierces. Bon, voilà. Jean-Claude, si je peux me permettre de compléter, Jean-Claude, je pense que ce que je comprends aussi de la question de Myriam, c'est de quels outils on dispose pour faire ça. En fait, il en existe de différentes manières. Tu as parlé de fichiers. Alors, où trouve-t-on, voilà, la question est complétée, où trouve-t-on ces sources? Donc, il y a effectivement un certain nombre de fournisseurs de données, donc nous, Altares, mais il y en a d'autres également. Et la façon de procéder, elle peut être à différents niveaux. Il y a un niveau qui existe vraiment, qu'on voit de moins en moins aujourd'hui, mais tu en as parlé, Jean-Claude, parce qu'elle reste quand même utilisée par un certain nombre d'entreprises, c'est le fichier. C'est-à-dire qu'une entreprise extrait ses tiers, envoie ça à un fournisseur de données qui va nettoyer la base, donc la syrétiser, la dunce numériser, enrichir les données avec les adresses, avec l'information qui manque et l'information que le client souhaite, et renvoyer le fichier. Ça, c'est une première méthode. Il y a une deuxième méthode qui est je vais sur une plateforme, je consulte et je trouve la donnée qui m'intéresse, mais ça, c'est beaucoup plus manuel, donc c'est faisable pour un nombre limité de tiers, mais pas beaucoup. Et puis, cette information, elle peut aussi être disponible par API et elle peut être directement intégrée dans les ERP, donc dans un CRM, dans un outil de supply chain où la recherche du tiers vient enrichir les informations d'un tiers et d'un fournisseur de données. Voilà les différents moyens qui existent pour pouvoir fiabiliser une base sans y passer trop de temps. Voilà. On reviendra là-dessus, mais je crois que tu as en partie répondu à la question de Maryse qui parlait de l'utilisation réelle de toutes ces données. Effectivement, il y a plusieurs modes de fonctionnement et en général, on apprend en marchant. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans l'intégration de données tout de suite. On commence par des modes un peu manuels. Et il y a une courbe d'apprentissage et ensuite, on décide avec l'informatique de l'intégrer dans le système d'information. Alors, on va passer à la deuxième question qui est les premiers retours d'expérience, parce que alors là, j'ai bien sûr quelque chose à dire sur l'état d'avancement qui est le nôtre en matière de SG et de RSE et de SG. Quels sont les premiers retours d'expérience que l'on peut partager sur la maîtrise des données et le pilotage de la performance extra-financière ESG et RSE? Alors, juste une remarque pour objectiver la situation. Le challenge est encore devant nous pour plusieurs raisons. D'abord, les standards actuels sont multiples. Ils ne sont pas encore finalisés au niveau mondial, tant au niveau des mesures que des publications. Cependant, ce qu'on peut déjà dire, c'est que beaucoup d'entreprises ont anticipé ce qui arrive maintenant dans le régalien, ce qui commence à devenir obligatoire, puisque en France, notamment, et on n'est pas trop mal classé sur l'avancement relatif vis-à-vis des autres pays, du fait des lois RSE, des DPEF, qui ont contraint un certain nombre d'entreprises à faire des publications sur ces sujets, qui sont réutilisables pour les futures publications ESG dans le cadre de la CRDS. Par contre, il faut quand même reconnaître qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui n'ont même pas encore créé des fonctions de Chief Sustainable Officer ou de finance durable pour relayer la mise en œuvre de ces reporting, ni allouer des ressources. Donc, on est dans une démarche qui va nous prendre 3 à 5 ans. On sait qu'il y a un mur à sauter en 2025 pour beaucoup d'entreprises. Et en fait, c'est 2024 la réalité pour certaines, donc dans quelques mois. Mais un certain nombre d'entreprises ont déjà commencé à analyser les écarts sur les attentes des publications de normes qui ont été faites en novembre dernier au niveau européen, par exemple. Mais il y en a d'autres qui utilisent les normes, les 17 ODD de l'ONU. Il y en a d'autres qui sont évaluées par les normes SBTI, etc. Donc, chacun a engagé quelque chose. Le problème, c'est qu'on va devoir converger au niveau international. On n'y est pas encore, mais c'est quand même l'objectif des instances représentatives de ces standards.
Donc, on a encore un travail à faire une fois qu'on a analysé les écarts par rapport aux normes. Alors, les normes actuelles ou les normes futures, parce qu'il y a aussi des normes qui doivent être encore publiées sur certains secteurs d'activité. Cette semaine a été publiée sur le transport maritime un certain nombre de normes. On en attend d'autres sur le transport aérien. Donc, vous voyez, enfin, c'est quand même une matière ce qui rend la tâche d'une entreprise un peu compliquée, puisque tant que les spécifications ne sont pas atteintes, mais on sait que de toutes les manières, on devra sauter le mur. Donc, il est important que le travail dont on a parlé tout à l'heure sur la connaissance d'un certain nombre de tiers, sur des indicateurs de performance qui sont de bon sens, puisse progresser sans attendre l'arrivée des normes finales. Donc, une certaine humilité par rapport à l'état d'avancement réel des entreprises. Ceci étant, on sait qu'on a à franchir cette étape et c'est bon pour la planète et ce sera bon aussi pour nos entreprises. Certains pensent que c'est un désavantage compétitif. Nous, on pense que c'est un avantage compétitif que d'être en avance sur ces sujets-là. Donc, c'est à nous de contribuer à ces enjeux planétaires et également d'entreprise. Laurence, quels sont les premiers retours d'expérience après ce préalable? Quels sont les premiers retours d'expérience que tu peux faire dans la mise en œuvre chez Kering? Merci Jean-Claude. De ce reporting ce ESG. Donc effectivement, chez Kering, déjà juste pour un rappel, on ne partait pas de zéro puisqu'on était aussi comme d'autres grandes entreprises sous l'obligation de la publication de la DPEF, donc la direction de performance déclaration de performance extra-financière, qui est soumise en fait à revue en fait d'un organisme tiers indépendant. Donc un cabinet en fait d'audit en fait qui va émettre une assurance en fait sur certains KPIs. Donc chez Kering effectivement on est soumis à cette obligation de déclaration, mais également on a été assez pionnier depuis 2015 en publiant ce qu'on appelle effectivement un compte de résultat environnemental qui est vraiment notre empreinte environnementale où on disclose effectivement un certain nombre d'indicateurs, que ce soit physique ou que ce soit monétaire, relatifs à la mesure en fait de nos externalités, notamment carbone. J'allais dire effectivement, comme tu l'as souligné Jean-Claude, aujourd'hui c'est vrai qu'on a cette vague de régulation qui peut faire un petit peu, effectivement, qui nous pousse, là où on nous demande d'avancer sur 2-3 années jusqu'à la publication obligatoire de la CSRD en 2025, on demande effectivement aux entreprises d'accélérer effectivement sur la publication de ces datas, mais aussi la fiabilisation de ces datas dans un laps de temps qui est très court, là où il a fallu plus d'une vingtaine d'années pour mettre en place les IFRS, là où la comptabilité elle-même était mature au bout de 50 ans. Donc, on nous demande vraiment en fait ce niveau d'exigence dans un temps très limité. Donc, mon conseil, effectivement, et c'est ce que je fais aujourd'hui avec les équipes que nous avons mis en place en fait chez Kering, c'est déjà partir de l'existant. Qu'est-ce que nous avons déjà? Donc, c'est là où, effectivement, un bon recensement des datas, donc que ce soit financière ou non financière, qui existent dans tous les streams de l'organisation est nécessaire. Ça dépend effectivement le secteur dans lequel vous évoluez. Si vous êtes dans un secteur très industriel, je pense qu'effectivement, il y a des métriques d'émissions, de pollution, de rejet aqueux dans l'eau, etc., qui peut-être sont déjà en fait adressés quelque part dans les organisations avec des populations plus techniques qui ont l'habitude en fait de mesurer ces indicateurs. Donc voilà, j'allais dire dans un premier temps, je pense qu'il faut oublier un petit peu cette vague de texte qui est de toute façon qui est là et qui pousse, mais revenir au basique de qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme data extra-financière, qui contribuent à ces datas, comment elles sont faites en fait et quelle est la piste en fait d'audit en fait qui est derrière ces datas. Donc vraiment se faire effectivement un flowchart effectivement de où est la data, qui contribue, quelle est la source de cette data et comment la data elle est contrôlée. Donc c'est là effectivement où nous pouvons effectivement s'améliorer par rapport à cette déclaration de performance extra-financière qu'on faisait dans le passé, qui était soumise à une revue assez limitée en fait de la part des auditeurs, mais sur lequel de plus en plus ils vont devoir renforcer et qualifier leur opinion.
Donc, une revue de l'existant, une revue du workflow existant, et après, aller progressivement vers ce qui va être obligatoire dans les prochaines années au regard effectivement de l'ensemble des tests. Mais surtout, on ne va pas pouvoir adresser tout en même temps. Il va falloir effectivement que les entreprises choisissent les priorités et les KPIs qu'elles souhaitent mettre en évidence au regard effectivement de leur stratégie RSE et des communications qu'elles souhaitent faire. Voilà, donc mon conseil, c'est plutôt, après effectivement quelques mois de démarrage dans cette nouvelle fonction, c'est déjà regarder effectivement ce que vous avez, regarder comment votre organisation est mise en place, les datas, que font les tiers. Donc là, je pense notamment à vos transporteurs, en fait, parce que sur la partie émission des gaz à effet de serre, sur la partie logistique, quelles data, quels rapports sont capables également de vous donner vos tiers sur les émissions de CO2. Aujourd'hui, on voit pas mal, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on peut inclure dans les contrats avec les transporteurs vraiment des obligations de nous fournir ces rapports, d'aller se faire certifier leurs data. Je pense à des sites comme... on peut citer des sites sur ce webinaire ou pas? Je pense à des outils comme EcoTransit Tool où certains transporteurs mettent déjà effectivement leurs data dans ces outils pour se faire certifier leur propre data logistique avant de les envoyer en fait aux entreprises qui les utilisent. On peut aussi s'appuyer également sur, je pense surtout à l'énergie en fait. Donc les taxes nous demandent effectivement d'aller répertorier nos consommations énergétiques et ensuite d'en déduire les émissions de gaz à effet de serre associées. Là aussi, il faut aussi screener en fait notre organisation en place. Est-ce qu'on utilise est-ce qu'on a des compteurs dans les sites qui permettent d'avoir effectivement les relevés d'énergie en temps réel pour les pays dans lesquels c'est possible? Est-ce qu'on s'appuie sur des providers, des plateformes en fait de data? Je pense à Nus Consulting qui gère effectivement une plateforme de data de factures en fait, donc qui collecte pour vous les factures et qui permet une connexion directement sur vos systèmes pour aller faire du remplissage automatique de ces datas. Parce que ça aussi, c'est un point, c'est comment aussi soulager les opérationnels et ceux qui vont donner la data, de la saisie de cette data et essayer de tendre au maximum vers l'automatisme de ces datas. Parce que sinon, c'est très consommateur de temps. Je pense que pas toutes les organisations sont armées pour aller mettre effectivement des contrôleurs sur chaque point de data à remonter. Donc, au plus, effectivement, on ira interfacer les outils extra-financiers connectés aussi également dans l'architecture IT avec les outils financiers. Au plus, effectivement, ça aidera les utilisateurs pour se décharger de la saisie manuelle des datas. Donc ça, c'est pour la donnée primaire. Après, nous, chez Kering, avec effectivement l'initiative volontaire de notre publication de notre IPNL, ça fait déjà quelques années qu'on screen notre chaîne fournisseur. Donc, notre compte de résultat environnemental nous a permis de décrire la chaîne de valeur dans toute cette étape. Donc, nous fabriquons effectivement des produits de luxe. Donc, pour un sac à main, on part effectivement de l'élevage, du sourcing en fait des peaux et des matières premières jusqu'à la mise en vente de ce produit et jusqu'à la fin de vie de ce produit. Donc ça, c'est un gros travail qui avait été entrepris il y a quelques années, qui est en constante amélioration sur vraiment le screening de toutes les étapes clés dans notre production. Donc, à ce travail de mapping, on y a associé l'identification des tiers qui y participent, donc notamment effectivement toute cette base de fournisseurs sur lequel il faut progresser pour récolter de plus en plus d'informations. Donc, que ce soit des informations plus qualitatives, donc vraiment les zones de sourcing de ce fournisseur, quelles matières premières il utilise. Nous, dans notre secteur de textile, est-ce qu'il y a des certifications sur les matières qui sont communiquées par les fournisseurs? Donc, tous ces sujets autour de la traçabilité des matières. Donc, ça, c'est vraiment un chantier sur lequel Kering
évolue depuis plusieurs années. Il y a aussi cette connaissance des data primaires en fait, de nos fournisseurs. C'est-à-dire que donc, sur l'ESG, on nous demande de bien connaître nos data primaires, donc nos propres consommations électriques, nos propres consommations d'eau, nos déchets, nos émissions de CO2 sur notre partie logistique, dans notre périmètre organisationnel et financier. Demain, de plus en plus, la régulation va nous demander d'aller récolter en fait, ces data sur cette chaîne de valeur. Donc, je parle aussi bien des KPIs environnement que des KPIs sociaux. Donc, de plus en plus, effectivement, on va nous demander d'ouvrir cette chaîne fournisseur et de collecter des informations sur notre chaîne fournisseur. Donc, chez Kering, on a un process qui a été instauré, sur lequel nous continuons à s'améliorer. Donc, nous fonctionnons effectivement par des questionnaires envoyés à nos fournisseurs. Donc, c'est là où les nouveaux outils peuvent être utiles. Les nouvelles bases de données, comme Anne-Sophie, tu le disais, en fait, peuvent nous permettre de collecter beaucoup plus rapidement ou d'avoir immédiatement peut-être un rating ESG sur certains critères pour nos fournisseurs. Donc, c'est des questionnaires, c'est des audits sur le terrain pour la partie sociale. Donc, voilà, il y a un écosystème, en fait, qui s'est mis en place autour de mieux connaître son fournisseur, les conditions dans lesquelles il travaille, il fait travailler ses employés, la qualité de ses produits, la traçabilité de ses matières. Ça, c'est vraiment des actions que nous menons depuis plusieurs années, sur lesquelles nous sommes aussi en recherche d'automatisation, de digitalisation via des portails fournisseurs. Ok, super, Laurence, merci. Anne-Sophie, tu as un certain nombre de retours d'expérience dans ton rôle interne, Altares DNB, donc voilà, que tu peux nous partager? Oui, bien sûr, et puis après, je pense que ce sera intéressant que je rebondisse sur ce que Laurence a dit, mais on y reviendra plus tard. Alors, ce que je vais raconter n'a absolument rien à voir avec ce que Laurence a expliqué et qui est extrêmement précis et c'est un travail qui paraît déjà très avancé. Moi, je parle pour Altares, on est un groupe de 400 personnes, donc on est un groupe de service, donc on n'est absolument pas du tout aussi avancé dans tout ce travail. Donc peut-être que ça va rassurer certains de nos auditeurs qui se disent « oulala, mais nous, on n'a rien fait du tout ». Comment faire pour répondre à tous ces enjeux qui deviennent effectivement, qui sont déjà extrêmement importants et sur lesquels la réglementation nous pousse à faire du reporting, mais pas seulement du reporting, nous pousse à faire du reporting avec des vraies actions derrière. On n'est pas juste en train d'expliquer quelque chose qu'on ne fait pas. Et ça, je pense que c'est un grand virage. Donc, à l'échelle d'Altares, et on propose, nous, des solutions pour aider justement à évaluer les tiers, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, on s'est aussi fixé des objectifs ESG, parce qu'on veut être aussi avancé sur ces sujets que ce qu'on va proposer à nos clients de faire avec eux. Donc, nous, on a démarré un travail de manière, je dirais, assez pragmatique, en démarrant par une cartographie de notre exposition aux enjeux ESG. C'est la première chose qu'on a faite. C'est OK, pour nous, quels sont les enjeux les plus importants. Cette matrice de risque et d'exposition nous a permis de définir un certain nombre de KPI, je crois qu'il y en a une vingtaine peut-être aujourd'hui, et de travailler sur ces KPIs. Donc, comment on les mesure, comment on les pilote et quelles mesures on met en place pour les améliorer. On a aussi en parallèle de ça mené un certain nombre d'initiatives environnementales et sociales, beaucoup à l'initiative de nos salariés. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant dans ce qu'on a fait ou ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a vraiment une implication à tous les niveaux. On a une implication du groupe, puisqu'on a pris en main ces enjeux. On a une implication de nos collaborateurs en tant qu'employés du groupe, à qui on demande d'œuvrer dans un certain cadre, justement en vue d'améliorer ces différents KPI. Et puis, on a aussi une implication de nos salariés en tant que citoyens. Et là, on a quelques personnes dans le groupe qui ont lancé des initiatives. Donc, chaque mois, il y a des actions extrêmement concrètes, environnementales, sociales, pour vraiment distiller cette culture ESG au travers du groupe, et pas seulement par du reporting, mais aussi par des actions.
Comment ça s'est traduit concrètement? On a lancé une certification EcoVadis, donc Alterres est certifié Silver EcoVadis. Ça a été une première grande étape. On a fait un premier reporting extra-financier, un peu en avance de phase par rapport à la réglementation. Et aujourd'hui, on poursuit ce travail-là. On est membre de Global Compact aussi, qui est une association extrêmement intéressante pour travailler sur les 17 ODD. Donc, on a ces initiatives et puis on poursuit le travail. On n'en est vraiment qu'au début. Ça fait un an et demi, je pense qu'on travaille dessus de manière un peu sérieuse. Et on a plusieurs axes. Aujourd'hui, on a le carbone, on a l'énergie, on a notre chaîne d'achat sur laquelle on doit travailler. Donc voilà, ça va se poursuivre et progresser avec toute la volonté du groupe et de ses collaborateurs. Superbe. Écoutez, déjà, merci pour ce premier témoignage. Et un des points, donc effectivement, il faut être humble parce que, comme le disait Laurence, on a mis des décades pour raffiner la mise en œuvre des IFRS. Donc, on est rentré dans une démarche de progrès continu et pas dans un Big Bang, etc. Donc, je pense qu'on doit aussi faire des choix sur les indicateurs les plus pertinents, sur la matérialité des actions. Et c'était prévu d'ailleurs dans les normes. La question que j'ai envie de poser maintenant, c'est comment on peut accélérer la mise en œuvre du pilotage de la performance, notamment extra-financière. Donc, là encore, comment pousser un petit peu plus loin en sachant qu'on sait qu'on a des deadlines, comme on dit en anglais, qui se rapprochent. Donc, Laurence, je crois que tu as un certain nombre de messages à passer sur les données RSE, ESG. Alors déjà, je pense qu'il faut effectivement mettre en place une impulsion. En fait, j'allais dire, ça commence par là. On a beaucoup parlé de data et d'outils, mais il faut également impulser cela, en fait, et ça part effectivement du plus haut niveau, ça part du top management, donc impulser via le CEO pour enfin mobiliser les équipes afin de tendre effectivement vers cette amélioration de la qualité de ces data pour tendre vers la performance globale financière et extra-financière. Donc vraiment générer l'adhésion de toutes les équipes, que ce soit toutes les strates de l'organisation. Par exemple, chez Kering, quand on a mis en place en fait ce mapping en fait de la chaîne de valeur, on a vraiment mobilisé également nos équipes de production dans ce mapping. Donc, c'était pas une équipe centrale ou une équipe financière ou extra-financière de siège. On a fait également participer nos équipes qui sont vraiment sur le terrain et en lien vraiment avec la collecte de ces datas. Donc, prérequis, c'est vraiment l'impulsion du CEO, la mobilisation des équipes, commencer également à inciter les fournisseurs qui vont être clés dans ce dispositif à communiquer de la data, communiquer en tout cas des volumes de data, des jugements en fait sur la data, certains critères également extra-financiers autour de cette data. Je parlais des preuves en fait de certification de matière. Donc effectivement, les fournisseurs vont devoir de plus en plus s'engager sur un chemin de transparence. Après, effectivement, si on revient vraiment aux prérequis plus basiques, bien sûr, l'assessment aussi de votre architecture IT, voir déjà en fait qu'est-ce qu'on a dans les systèmes existants. Pour ceux qui ont des ERP, qu'est-ce que l'ERP peut nous fournir en termes de data. Déjà, allez voir effectivement comment votre ERP est paramétré quand on demande effectivement de sortir tout ce qui est les data dites vertes, les green OPEX, les green CAPEX, donc, que ce soit de la taxonomie européenne ou une autre taxonomie que nous demandent d'autres ratings extra-financiers. Là également, allons regarder déjà ce que nous avons dans les systèmes dits legacy, donc un SAP ou un autre ERP, pour voir effectivement aujourd'hui comment les charges, les OPEX, les coûts en fait, sont déjà enregistrés dans l'entreprise et s'il n'y a pas besoin d'étendre un petit peu
la définition et l'axe analytique de votre ERP pour pouvoir effectivement les plugger et aller chercher la data un petit peu plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment sur la base de l'existant, et après commencer effectivement à identifier des outils qui vont permettre d'accélérer l'extraction, le calcul de cette data pour la logistique, greffer effectivement des outils calculatoires d'émissions d'effets de serre sur la base des tonnes kilomètres transportés dans votre chaîne de valeur. Et le troisième prérequis, c'est vraiment commencer et émettre effectivement le souhait en fait de standardiser ces KPIs aussi bien que les KPIs financiers ont été standardisés et vérifiés et contrôlés dans le passé. Donc j'allais dire, c'est vraiment effectivement accélérer sur 3 enjeux: la communication autour de l'importance de ces sujets, un bon état des lieux de l'existant et une vision sur quels sont les outils, quels sont les quick wins que j'aurais pouvoir mettre en place pour digitaliser beaucoup plus d'informations et vraiment se mettre vraiment sur les process. Ok, Anne-Sophie, merci Laurence. Alors, je voudrais… tu peux parler de la professionnalisation des acteurs, enfin, le marché, pour donner un peu de rationnel. Oui, exactement, Laurence, on a un peu parlé. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs qui aident les entreprises à répondre à ces enjeux. Et différentes typologies d'acteurs. Donc, il y a évidemment les cabinets de conseil qui vont aider à mettre en place des gouvernances adaptées, à mettre en place des process, à définir les rôles et responsabilités. Et puis, il y a d'autres acteurs qui vont intervenir sur des sujets peut-être plus spécifiques. Donc, on a parlé tout à l'heure aussi, Laurence, la collecte des données carbone, la collecte des données énergétiques. Il y a aussi, je pense, en support des outils qui permettent de centraliser ces données, d'avoir des cockpits un peu de la donnée ESG qui peut être collectée au sein de l'entreprise. Et puis, il y a la catégorie d'acteurs à laquelle appartient Altares qui fournit de la donnée sur les tiers. Donc, dans les problématiques d'adresser l'impact ou le niveau d'engagement de ces tiers de rang 1, de rang 2, de rang 3, c'est extrêmement difficile de collecter cette donnée, d'y avoir accès. Donc, il y a effectivement la possibilité d'envoyer des questionnaires qui ont souvent un taux de réponse assez faible, c'est compliqué d'avoir les informations, ça demande beaucoup de travail et c'est très manuel. Donc, ce qu'on essaie de bâtir, nous, c'est une offre qui permet justement d'accéder facilement à une notation qui se veut répondre à un certain nombre de standards qui existent, les ODD ou les standards qui ont commencé à être établis sous l'égide de SASB. Et finalement, ce qu'on va proposer, nous, je ne vais pas rentrer dans le détail, ceux qui sont intéressés pourront aller voir sur notre site, il n'y a pas de problème, on pourra répondre aux questions après. Mais je voudrais souligner peut-être quelques aspects de comment on peut aider à cette accélération. D'abord, dans le scoring ESG, il y a une profondeur des données à analyser qui est extrêmement intéressante. Donc, une notation ESG, chez nous, elle est fondée sur les 3 thématiques, E, S, G. Pour chaque thématique, il y a une note, et cette note, elle se décline ensuite en 13 thèmes répartis sur les 3 piliers, et chaque thème en différents sujets. Donc, on collecte jusqu'à 2500 paquets de données partout dans le monde, qui sont issus des informations publiques, des sites internet, des rapports, etc. Et on consolide ces données pour établir une notation ou accorder une notation. La note n'est donnée que si on collecte un minimum d'informations. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'informations, il n'y a pas de note, puisque effectivement, il y a encore beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ne publient pas grand-chose, il y a peu de données disponibles, mais ça va se construire petit à petit. Aujourd'hui, on a scoré nos 30 millions d'entreprises dans le monde. Voilà, c'est ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent, mais avec une profondeur et avec la possibilité de comprendre, c'est une notation de 1 à 5, si j'ai une notation de 1 ou de 5, pourquoi j'ai ce score? Est-ce que ça vient plutôt du E, du S, du G? Quelle est l'importance de chacun des critères dans la notation? Donc, on peut vraiment descendre très, très profond dans l'analyse. Et ça,
il y a un autre aspect aussi que je voudrais souligner là-dessus, c'est qu'on peut compléter ça, ce scoring, par des questionnaires, parce que ça reste encore quand même un outil important, et que les questionnaires qu'on va proposer sont établis selon le même système de notation. Donc, on peut compléter une notation externe qui est fournie avec des questionnaires dont les questions vont être bâties selon ce même schéma de notation. Donc, ça permet d'avoir une unicité et de compléter une note qui est apportée par l'extérieur avec des questionnaires qu'on envoie soi-même à certains fournisseurs. Et puis, un dernier point qui est quand même important. Juste un point, Anne-Sophie. Ça, c'est vrai au niveau mondial. Hein. Ce n'est pas vrai seulement pour Altares, c'est vrai pour le réseau de Nebraska. Oui, exactement. C'est l'accès, la base est mondiale. Hein. Donc, la base, c'est 500 millions d'entreprises. Aujourd'hui, il y en a 30 millions qui sont cotées ESG. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir allier cette notation ESG avec les autres enjeux financiers ou de conformité. Il y a certains produits dans lesquels on travaille sur la conformité, on peut accéder au score EcoVadis de la société si elle est notée EcoVadis. Donc l'idée, c'est d'avoir un panorama vraiment complet et que ce panorama de données, il peut être intégré dans les ERP des entreprises. Donc ça, c'est un gain de temps qui est assez extraordinaire. Si on a l'infrastructure, tu parlais d'IT, Laurence, justement, intégrer dans ces outils des fournisseurs de données qui viennent apporter cette information et qui peuvent être un support à une décision ou à un travail global au sein de l'entreprise. Voilà. C'est là-dessus qu'il y a une professionnalisation et une accélération assez forte. Alors, j'espère que c'est clair. Il y a peut-être des questions. C'était super clair. Bon, il y a une question qui est un peu pointue. Il nous reste peu de minutes, donc je ne voudrais pas qu'on s'éloigne de trop. Peut-être deux sujets. Un, c'est qu'on va vers l'industrialisation, c'est-à-dire du monde du reporting où on avait l'humain qui mettait des données pour les faire remonter, au monde du reporting plus analytique avec une certaine automatisation à la fois de la capture et de la consolidation et de la restitution. On ne peut pas mettre en place une organisation manuelle pour des centaines d'indicateurs, hein, parce que c'est ça dont on est en train de parler. Donc ça, et ça veut dire aussi penser à des partenaires. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que il y a une évolution derrière de l'audit, c'est-à-dire l'audit externe qu'on a connu sur les données financières va se généraliser sur les données ESG avec le même professionnalisme, etc. Donc il faut déjà penser, effectivement, comme on l'a noté, à la traçabilité, à la fiabilité de ce que l'on reporte, sans parler de l'image, bien entendu, si on reporte quelque chose qui n'est pas conforme à la réalité. Nous, financiers, on sait ce que veut dire la communication financière, ben, ça va être la communication aussi sur les ESG. Donc, il faut aussi qu'on travaille sur cette fiabilité et les auditeurs externes la certifieront de la même manière que… Donc ça, c'était effectivement les points. Je regarde. Donc, il y avait une question de Myriam. Là, donc, on est passé sur le chat. Il reste une question de Myriam sur « Y a-t-il sur le site une liste de données pour définir, par exemple, le E de environnement ?» Oui. Alors, sur l'environnement, il y a 4 thématiques. Il y a les ressources naturelles, les émissions de gaz à effet de serre, le risque environnemental et les opportunités. Et à l'intérieur de chacun de ces thèmes, il y a plusieurs éléments. Sur les ressources naturelles, par exemple, il y a l'énergie, l'eau, l'approvisionnement et la gestion des matériaux. Tout ça, ça fait écho à ce que Laurence t'a souligné aussi. Hein. La gestion des déchets, l'utilisation des sols, etc. etc. Donc, alors, je ne sais pas si tout le détail est disponible sur le site. Non, mais indépendamment, en dehors du webinaire, vous pouvez répondre à Myriam. Oui. OK. Voilà. Après, je pense que chaque entreprise peut aussi adapter en fonction de son propre secteur, de son propre métier, ce qu'elle peut évaluer. Donc, moi, j'avais une petite question un peu conclusive, c'est est-ce qu'on peut revenir sur les facteurs clés de succès de la mise en œuvre de la maîtrise des données pour le pilotage de la performance, qu'elle soit financière ou extra-financière? Est-ce que vous pouvez donner un petit mot de conclusion ou de recommandation par rapport aux pairs, là, à tous ceux qui sont aujourd'hui connectés et ceux qui nous verront en replay sur le lien de l'audio?
Déjà, en recommandation déjà un peu humaine, j'allais dire, d'organisation, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire à avoir une ou quelques-unes de multi-compétences en fait, dans les organisations. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, ces indicateurs extra-financiers étaient vraiment un peu cantonnés en fait, sur les départements RSE. Qui n'ont pas de financiers en fait, dans ces départements. Et je pense qu'effectivement, un des axes clés de succès, étant donné la pression des régulateurs, la future pression des OTI, c'est commencer effectivement à faire des compétences mixtes, former en fait les équipes sustainability à la rigueur des process financiers, des définitions et vice-versa, identifier un contrôleur, un ou deux contrôleurs dans l'organisation finance et le former en fait, aux enjeux de finances durables et de mesures de performance durable. Voilà, je pense que c'est vraiment commencer par là, essayer de casser le silo, en tout cas, donc pour ceux qui ont déjà 2 départements distincts, pour commencer à parler un langage commun et aller effectivement vers ces axes d'amélioration. C'est vraiment mon premier conseil à donner à l'organisation. D'accord. Anne-Sophie, est-ce que tu as un conseil à donner à nos pairs? Moi, je pense qu'effectivement, le sujet de l'organisation est clé, le sujet de la mobilisation de différentes compétences est important aussi. C'est un projet d'entreprise. Exactement, et puis avancer de manière pragmatique sur ces sujets en comprenant où est les principaux risques, la principale exposition, et puis étape par étape avancer sans se dire que c'est tellement énorme que c'est inatteignable en fait. D'accord, super. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Donc, écoutez, il me reste juste un mot de conclusion. On espère que au travers de ce webinaire, on a pu partager avec vous l'importance et l'urgence d'investir sur la qualité des données de référence et des données et les KPI correspondant tant aux données à la performance financière qu'à la performance extra-financière, et notamment la connaissance des parties prenantes, les tiers. Pour mémoire, des engagements ESG sont de bout en bout, et donc il va falloir effectivement mesurer des indicateurs au-delà de nos murs, et donc dans les relations. On a parlé des fournisseurs, mais il n'est pas exclu qu'il y ait des choses qui touchent à l'usage de nos produits, de nos services, donc aux clients. Je voulais simplement rajouter un élément complémentaire, c'est qu'on doit attirer et fidéliser des talents. Et qui a envie de travailler dans une entreprise ou une organisation qui ne progresse pas, qui n'améliore pas ses données, ses processus métiers, franchement. Donc, au-delà de la performance, on a le sujet des talents. Et donc, voilà, mettez ça dans la composante qui est la nôtre. On ne réussit rien sans les hommes et les femmes qui font l'entreprise. Et donc, voilà, donc pensez à eux aussi. On ne va pas subir et on veut améliorer, progresser et être aussi une référence dans nos secteurs et bien au-delà. Donc, on espère que ça vous a donné de l'appétit et que vous avez envie soit de revoir en replay notre webinaire, soit de rejoindre la DFCG pour ceux qui ne sont pas encore. Et en tout cas, merci à toutes et à tous pour votre temps et au plaisir de vous revoir bientôt à la DFCG et dans nos événements. À bientôt. Au revoir. Merci. Et merci Laurence. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.